La Terre gagne 40 000 tonnes de masse chaque année. De plus en plus de gens qui naissent, de nouveaux bâtiments et structures qui sont construits, on pourrait penser que cela ajoute de la masse, mais non, puisque tout ça est créé à partir de matières qui existent déjà sur la Terre. Il s'agit en fait de poussière tombant de l'espace sur notre planète. Cette poussière est constituée de résidus provenant de notre système solaire, comme des corps spatiaux qui n'ont jamais réussi à se former en planète, ou des astéroïdes et des météores qui se sont désagrégés en chemin et qui dérivent depuis. Notre planète est là comme un aspirateur géant qui attire toutes ces particules de poussière du fait de la gravité. Donc oui, la Terre prend du poids, mais certains calculs affirment aussi que la planète entière, y compris l'atmosphère et les océans, perd environ 50 000 tonnes de masse chaque année. Des gaz comme l'hydrogène et l'hélium se trouvent dans l'atmosphère de notre planète, mais ils sont si légers que la gravité ne peut pas les y retenir. Ainsi, d'énormes quantités de ces gaz s'échappent de notre planète chaque année, à raison de 3 kg d'hydrogène chaque seconde. Cela semble beaucoup, mais la Terre est vraiment lourde, donc il faudrait des milliards d'années pour que tout l'hydrogène s'échappe de notre atmosphère. De plus, le noyau de la planète est comme une sorte de gros réacteur nucléaire. Il fonctionne en permanence, donc il perd progressivement de l'énergie, ce qui signifie qu'il perd aussi de la masse. Notre planète n'est pas une sphère de forme parfaite, mais plutôt une sphère aplatie. Lorsqu'elle tourne, la gravité est dirigée vers le centre de la Terre, tandis qu'une force centrifuge est dirigée vers l'extérieur. La Terre a un axe incliné, donc la force centrifuge ne s'oppose pas exactement à la gravité. De plus, la gravité pousse ces masses supplémentaires de terre et d'eau à l'équateur en formant un renflement. La Terre a aussi un tour de taille de 40 000 km. Tu pèses davantage au pôle qu'à l'équateur, mais pour perdre du poids, la meilleure option serait Pluton. Une personne de 68 kg y pèserait environ 5 kg. Évite Jupiter, la même personne y pèserait plus de 160 kg. Notre planète est verte et bleue aujourd'hui, mais il y a de fortes chances qu'elle ait été violette autrefois. Les scientifiques pensent que les anciens microbes auraient pu utiliser une autre molécule pour exploiter la lumière du soleil, à la place de la chlorophylle qui donne aux plantes leur couleur verte. Cette molécule a peut-être coloré les organismes vivants dans une teinte plus violette. La Terre est électrique. Un seul coup de foudre peut chauffer l'air à plus de 27 750 degrés Celsius, ce qui provoque une expansion rapide de l'air. Cet air en expansion produit une onde de choc que nous connaissons sous le nom de tonnerre. 6000 éclairs se produisent sur toute la planète chaque minute, et le plus long s'est produit dans le ciel du Brésil avec une longueur de 700 km. Des études plus récentes ont révélé que le noyau de la Terre est aussi chaud que la surface du Soleil, soit plus de 5200 degrés Celsius. L'endroit le plus sec du monde est le désert d'Atacama, à cheval entre le Pérou et le Chili. Le cœur de ce désert abrite des endroits où aucune goutte de pluie n'a jamais été enregistrée. L'endroit le plus froid du monde est naturellement l'Antarctique, où les températures hivernales peuvent descendre jusqu'à -73 degrés Celsius. C'est aussi le plus grand désert que nous ayons sur Terre. On imagine souvent les déserts comme des zones infinies, sablonneuses et incroyablement chaudes, mais il existe aussi des déserts côtiers, subtropicaux et polaires. Ils sont tous caractérisés par des terres arides et balayées par le vent, ce qui les rend très difficiles à peupler pour les animaux et les plantes. L'océan Pacifique est le plus grand bassin océanique de la Terre. Il couvre une énorme superficie de près de 207 millions de kilomètres carrés. Le Pacifique contient plus de la moitié de l'eau de notre planète et il est si grand que tous les continents pourraient y tenir. La Terre avait autrefois 2 lunes, ou du moins c'est ce que croient les scientifiques. La deuxième était presque 3 fois plus petite que celle que nous avons aujourd'hui et a peut-être tourné autour de notre planète avant de s'écraser sur la plus grosse. Cette collision pourrait expliquer pourquoi les deux côtés de la Lune qui a survécu ne sont pas identiques et pourquoi il y a encore des tremblements de Lune. De notre point de vue, elle semble plutôt inactive, mais le sol y tremble absolument, bien que dans une moindre mesure que sur Terre. Les tremblements de Lune se produisent à de grandes profondeurs, surtout à mi-chemin entre le centre lunaire et sa surface. Pour découvrir la plus longue chaîne de montagnes au monde, il faut regarder très bas, sous la surface de l'océan Atlantique. C'est une chaîne de volcans qui s'élève à environ 5500 mètres au-dessus du fond et s'étend sur plus de 65 000 km. Nous avons une planète magnifique, âgée de plus de 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est 10 000 fois plus vieille que les humains. Mais elle n'est plus tout à fait la même qu'à son origine. Le sol sur lequel nous marchons a été recyclé. La Terre a en effet son propre cycle. Le magma des profondeurs remonte et se durcit pour former la matière rocheuse. Les mouvements tectoniques apportent la roche à la surface où l'érosion se produit.
C'est un processus durant lequel le vent, l'eau ou une autre force naturelle brise la roche et la modifie. Ces petits morceaux sont enfouis, amassés et compactés pour former des roches sédimentaires comme le grès. Si ces roches sont enterrées assez profondément, elles sont cuites et transformées en magma et tout le cycle se répète à nouveau. Nous nous sommes habitués à voir de la lave et des cendres sortir des volcans, mais certains d'entre eux produisent même leurs propres éclairs. En 2020, le volcan Taal, qui se trouve à environ 65 km de la capitale des Philippines, Manille, a commencé à projeter de la fumée et des cendres très haut dans les airs. À l'intérieur de sa colonne de cendres, de petits morceaux se sont entrechoqués et ont ensuite produit des éclairs que les gens ont pu voir se répandre dans le ciel. Les lacs peuvent aussi devenir fous et exploser. Nyos, Monoun et Kivu sont 3 lacs qui se trouvent au-dessus de volcans. Comme il y a du magma sous leur surface, du dioxyde de carbone est libéré dans les lacs, ce qui crée une profonde couche de gaz au-dessus du lit du lac. C'est assez rare, mais le dioxyde de carbone peut soudainement faire éruption dans le lac et former un nuage de gaz désagréable, semblable à celui produit par un volcan. 70% de la surface de notre planète est recouverte d'océans, mais nous n'en avons exploré que 5%. Et il y a environ 300 millions d'années, nous n'avions qu'un seul supercontinent massif appelé Pangée, avec un seul océan énorme, Pantalassa. Étonnamment, les récifs coralliens sont les plus grandes structures vivantes. Ils sont composés de petits polypes coralliens, mais ensemble, ils forment une véritable communauté d'organismes et une partie très importante de l'écosystème de la Terre. Certaines structures coralliennes peuvent même être vues depuis l'espace. La surface de la Terre n'est pas formée de façon tout à fait homogène, ce qui signifie que sa masse est aussi inégalement répartie. Ainsi, le niveau de gravité n'est pas le même à tous les endroits de la Terre. Il y a une mystérieuse anomalie dans la baie d'Hudson, au Canada. La gravité y est plus faible que dans les autres régions environnantes, et les scientifiques pensent que c'est à cause de la fonte des glaciers. Pendant la dernière période glaciaire, cette région était couverte de glace, qui a désormais fondu depuis longtemps. Mais la planète ne s'est pas complètement remise de son fardeau glacé. Sur une zone donnée, la gravité est proportionnelle à sa masse. Or, le glacier a laissé une empreinte qui a repoussé une partie de la masse de la planète, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles la gravité est plus faible dans cette zone. Certains microbes deviennent plus méchants dans l'espace, en l'absence de gravité. Des études ont montré que certaines bactéries, comme la salmonelle, peuvent faire de plus gros dégâts dans l'espace car il y a quelque chose dans le manque de gravité qui les rend plus résistantes et modifie leur activité. Les vrais films d'horreur dans l'espace devraient donc être basés non pas sur des extraterrestres, mais sur nos bestioles terrestres qui deviennent plus dangereuses sans gravité. Les jours sur Terre s'allongent lentement. Lorsque la planète s'est formée, les jours duraient environ 6 heures, mais ils se sont progressivement allongés. Il y a 620 millions d'années, une journée durait 22 heures. Aujourd'hui, elle dure 24 heures, mais ce chiffre augmente d'environ 1,7 millisecondes par siècle. Cela se produit à cause de la Lune. Elle ralentit la rotation de notre planète à cause des marées qu'elle contribue à créer. Lorsque la Terre tourne, les bourrelets océaniques de marée sont tirés un peu en avant de l'axe Terre-Lune. Cela crée une sorte de force qui ralentit la rotation de notre planète, si bien que nos journées s'allongent, mais tellement lentement que nous devons encore nous en tenir à notre journée de 24 heures pendant très longtemps. Le noyau de la Terre semble certainement très éloigné de nous, mais la distance n'est pas si grande que ça, 3000 km, soit moins que la longueur de la route 66 aux États-Unis. Le plus fort tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili avec une magnitude de 9,5. Si un tremblement de terre atteignait un jour une magnitude de 12, il pourrait scinder notre planète en deux. De plus, un tremblement de terre peut se produire à plus de 650 km sous la surface. C'est pourquoi les gens de l'autre côté de la planète peuvent littéralement le sentir. Notre planète compte environ 100 millions de fois plus de virus qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers. Les nuages ne sont pas seulement ces choses duveteuses dont nous aimons parfois observer les formes. Ils aident en fait à réguler la température de la Terre. Si nous pouvions extraire toutes les gouttelettes d'eau des nuages et les poser sur la surface, cela couvrirait la planète d'un film liquide aussi épais qu'un cheveu humain. Et pourtant, une si petite quantité d'eau apporte suffisamment de différence en termes de climat. Notre planète serait plus chaude de 1,5 degré Celsius s'il n'y avait pas de nuages. La rotation est une chose drôle. Pas dans le sens marrante, mais plutôt du genre étrange. Non seulement tu ne peux pas la sentir, mais toutes les choses la suivent. Des galaxies aux atomes, l'univers nous fait tourner. Étrangement, il a été plus difficile de prouver que la Terre tourne sur elle-même que de prouver que la Terre tourne autour du Soleil.
En 1610, Galilée, le père de la science expérimentale, a fourni la première preuve que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Galilée a montré dans son télescope que Vénus passait par des phases comme la Lune. La seule conclusion possible était que Vénus tournait autour du Soleil. Affaire classée, les planètes tournent. Mais ce n'est que 241 ans plus tard, le 31 mars 1851 pour être exact, que Léon Foucault a prouvé que la Terre tournait elle aussi. Foucault a installé un pendule géant au plafond de 67 mètres de haut du Panthéon à Paris. Cela fait beaucoup de paix. Une foule de scientifiques et de journalistes observaient le sol tourner sous le pendule géant. « La Terre tourne !» crièrent-ils alors. C'est QFD. Un autre aspect étrange de la rotation est que, bien que la Terre tourne à une vitesse constante, la surface de la Terre se déplace à des vitesses différentes selon les latitudes. Il en va de même pour chaque planète et chaque étoile. À l'équateur, la surface de la Terre se déplace plus rapidement, à 1670 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui n'est que de 1225 km/h. À mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord ou sud, à 45 degrés de latitude, la Terre tourne à 1180 km/h. Si tu es au pôle nord ou sud, il te faudrait 24 heures pour faire un seul tour sur toi-même. Et ce serait en plus à la fois ennuyeux et froid. L'un des résultats de ces vitesses de rotation différentielle de la Terre est qu'elle crée des ceintures et des bandes non seulement dans l'atmosphère, mais aussi à la surface de la Terre. Jupiter, bien entendu, est célèbre pour les ceintures et les bandes dans ses nuages causées par la rotation rapide de la planète géante à environ 45 000 km/h. Les ceintures et les bandes à la surface de la Terre sont moins connues, mais nous en avons aussi. Nous avons de la glace blanche au pôle nord et sud, et entre les deux pôles, il y a une alternance de ceintures et de bandes de désert de sable sec et de végétation verte humide. Cette géographie essentielle est particulièrement visible lorsque l'on regarde la Terre tourner dans l'espace. Les agences spatiales utilisent la rotation différentielle de la Terre à leur avantage. Elles lancent leurs fusées aussi près que possible de l'équateur. La NASA utilise Cap Canaveral, près de la pointe sud de la Californie, et l'ESA, l'agence spatiale européenne, utilise le centre spatial de la Guyane, en Guyane française, en Amérique du Sud, presque exactement à l'équateur. Comme le sol sous une fusée près de l'équateur tourne à une plus grande vitesse, cela donne à la fusée une impulsion dans l'espace que les sites de lancement près des pôles ne peuvent pas fournir. On cherche toujours à économiser du carburant, tu vois. En parlant de Jupiter, comme je l'ai fait il y a environ 3 paragraphes, l'axe de rotation de la grande planète est encore moins incliné que celui du Soleil. Le Soleil est incliné à un angle d'environ 6 degrés, alors que Jupiter est incliné de 3 degrés seulement. Jupiter se tient presque parfaitement droit, ce qui, combiné à la grande vitesse à laquelle Jupiter tourne, sa journée entière dure moins de 10 heures. Cela fait de Jupiter un gyroscope géant. La stabilité gyroscopique de Jupiter, combinée à son énorme gravité, confère une stabilité à l'ensemble du système solaire. En d'autres termes, Jupiter empêche les facteurs de chaos de perturber les orbites des autres planètes. Si Jupiter ne tournait pas comme un gyroscope stable, le système solaire n'aurait jamais pu rester intact pendant les milliards d'années qu'il a connus. Les systèmes solaires des exoplanètes montrent des signes de chaos dans leurs orbites. Ils pourraient utiliser un gyroscope comme Jupiter pour les maintenir ensemble. La rotation est le véritable héros ici. Quant au Soleil, sa rotation différentielle a un effet important sur l'activité des taches solaires. Les taches solaires sont des points ou des taches qui apparaissent parfois à la surface du Soleil, généralement à des latitudes moyennes dans les hémisphères nord et sud du Soleil. Lorsque l'activité des taches solaires augmente sur le Soleil, les taches solaires commencent à se rapprocher de l'équateur. Peu de taches solaires sont visibles près des pôles. Avec la rotation différentielle, les gaz à l'équateur du Soleil se déplacent plus rapidement que les gaz au pôle de celui-ci. Ce mouvement différentiel des gaz tord les lignes de champ magnétique dans le Soleil, ce qui provoque leur rupture. Les taches solaires sont des éruptions magnétiques qui s'élèvent à la surface du Soleil, projettent des gaz électrisés loin dans l'espace et émettent un rayonnement ultraviolet très intense, souvent en direction de la Terre. Wow! Rassure-toi, la rotation différentielle de la Terre nous protège. Non seulement la Terre tourne de manière différentielle à sa surface, mais aussi en son centre. Les études des relevés sismiques des ondes de choc des tremblements de terre indiquent que le noyau métallique de la Terre tourne légèrement plus vite que la surface de notre planète. Les scientifiques pensent que la rotation différentielle du noyau métallique de la Terre au sein du liquide métallique qui tourne plus lentement crée la magnétosphère qui part des pôles de la Terre et s'étend loin dans l'espace. Cette magnétosphère protège la Terre des gaz électrisés provenant du Soleil. Vive la rotation! Au loin!
Le méga-séisme de 9.0 en 2011 au large des côtes du Japon a réorganisé la masse de la croûte terrestre et a provoqué une accélération de la rotation de la Terre. La journée a raccourci. Pas beaucoup plus court, 1,6 millionième de seconde. Mais nous sommes habitués à voir la rotation de la Terre ralentir. La rotation de la Terre, sous l'action de la marée due à l'effet gravitationnel de la Lune sur les océans, draine l'énergie cinétique de la rotation de la Terre, ce qui entraîne un ralentissement de la planète. Chaque jour devient plus long, environ 2 millièmes de seconde de plus. Eh bien, je dois encore ajuster ma montre. Les années bissextiles, nous le savons tous, sont celles où nous avons un jour au calendrier tous les 4 ans, le 29 février, pour redresser la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil, qui dure 365 jours et un quart. Mais les secondes intercalaires sont ajoutées aux horloges de temps à autre pour les synchroniser avec le ralentissement de la rotation de la Terre et permettre de rattraper le retard. Comme si la Terre se souciait de nos montres. 27 secondes intercalaires ont été ajoutées depuis 1972. La dernière seconde intercalaire a été ajoutée le 31 décembre 2016 et a fait afficher aux horloges 6h59 60 secondes PM. Oui, je ne l'avais pas remarqué non plus. Mais la rotation de la Terre s'est accélérée de manière inattendue ces derniers temps. Normalement, il faut 86 400 secondes à la Terre pour effectuer une rotation, mesurée par un ensemble d'horloges atomiques situées dans différents endroits de la planète et coordonnées par un service spécial à Paris. Oui, on paye des gens pour ça. Le 19 juillet 2020 a été le jour le plus court jamais enregistré, soit 1,46 millisecondes de moins que les 86 400 habituels. Nom de Dieu! Si cela continue encore pendant 5 ans, ils devront peut-être ajouter une seconde intercalaire négative pour synchroniser nos horloges avec la rotation croissante de la Terre. Les ordinateurs et les satellites ne vont pas aimer voir leurs horloges affichées, 1er janvier à 0h, et on dit que le temps ne peut pas reculer. Au moins, la Terre ne s'est pas mise à tourner à l'envers ou à s'arrêter complètement de tourner. Ce serait catastrophique. Tout s'écraserait en avant à la vitesse différentielle de rotation de la Terre. Pourtant, c'est ce qui semble être arrivé à la planète la plus proche de la Terre, Vénus. Vénus tourne très lentement en arrière, en rétrograde, et c'est très inhabituel. Comment cela se fait-il ? Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi Vénus tourne en mouvement rétrograde, alors que toutes les autres planètes tournent en mouvement prograde, c'est-à-dire en avant. Les liquides à l'intérieur d'une sphère en rotation, comme une planète, ont beaucoup d'inertie. C'est pourquoi, lorsque tu sors un œuf du réfrigérateur, par exemple, et que tu essayes de le faire tourner, il ne tourne pas. Le liquide à l'intérieur reste immobile. Son inertie résiste à la tentative de le faire tourner. Cependant, si finalement, après de nombreux tours, tu parviens à faire tourner l'œuf cru, il sera difficile de l'arrêter de tourner. Si tu le prends et le reposes, l'œuf recommence à tourner. Parce que l'inertie du liquide à l'intérieur continue d'avancer. Tu as seulement empêché la coquille de tourner. Quelque chose comme ça a pu arriver à Vénus. Attends une minute. Vénus ? Backspin ? Tennis ? Je pense qu'il y a un lien ici, quelque part. Nous savons que sur la planète Vénus, un jour est plus long qu'une année. Il faut plus de temps à Vénus pour faire une fois une rotation lente vers l'arrière qu'il ne lui faut pour faire une fois le tour du Soleil. Mais Vénus ralentit de façon spectaculaire, de 6,5 minutes au cours des 25 dernières années. S'il y a encore du liquide à l'intérieur de Vénus et que le mouvement se poursuit, nous pourrions voir Vénus arrêter complètement de tourner à l'envers et recommencer à tourner vers l'avant. Allez Vénus, fais comme tout le monde! Cette histoire de rotation rétrograde et prograde est assez mystérieuse. Il semble que tout a tendance à tourner dans un mouvement prograde. Si tu mets ta main droite en boule et que tu lèves ton pouce pour indiquer le nord, puis que tu recourbes ton poignet vers toi, tu effectues un mouvement prograde. Tes doigts du côté gauche de ta main se déplacent vers toi. Les trous noirs, les systèmes solaires, les galaxies, les atomes, les étoiles, etc. semblent tous tourner de manière prograde, selon l'angle sous lequel on les observe. Les expériences menées au Grand Collisionneur de Hadron indiquent que les particules subatomiques tournent vers la gauche, de manière prograde. Il semble donc que nous soyons dans un univers à gauche. Alors, pourquoi est-il si difficile de trouver un ouvre-boîte manuel ou un mètre-ruban pour gaucher ? Je n'en sais rien, c'est un vrai mystère. Alerte! Alerte! Habitants de tous les pays et de toutes les villes du monde, un astéroïde massif s'approche de la Terre. Sa vitesse est maintenant plusieurs fois supérieure à celle du son. Et chaque jour, il accélère un peu plus. Une fois qu'il sera entré dans notre système solaire, il passera devant Uranus, Saturne, Jupiter et Mars. Les champs gravitationnels de ces planètes vont également accélérer l'astéroïde.
et notre planète sera sa destination finale. La collision est inévitable. Selon les scientifiques, une météorite de la taille du Mont Everest peut détruire la planète entière. La catastrophe aura lieu dans 350 jours. C'est la panique dans les rues. Les gens construisent des bunkers et font des réserves. Des scientifiques et des astronomes du monde entier sont réunis pour trouver une solution. La seule façon d'éviter la collision est de détruire l'objet spatial. Une puissante fusée peut diviser l'astéroïde en centaines de milliers de morceaux. Dans ce cas, une pluie de météorites frappera la Terre. Mais c'est toujours mieux que la destruction complète de notre belle planète. En moins d'1 an, les gens construisent plusieurs fusées puissantes. Puis, à l'aide des meilleurs télescopes du monde, les astronomes créent un système de guidage unique. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que l'astéroïde arrive dans notre système solaire. Tout le monde commence à déménager sur un seul continent, où ont été construits des bunkers de pointe. Les dégâts causés par l'astéroïde sont impossibles à prévoir. Alors, il vaut mieux cacher les gens dans un seul et vaste endroit sûr en attendant la collision. Le moment est arrivé. L'astéroïde passe à côté d'Uranus. Sa vitesse augmente. Maintenant, l'objet spatial massif se déplace seulement 10 fois moins vite que la lumière. Les scientifiques lancent leurs fusées dans les airs. L'astéroïde passe devant Saturne et détruit une partie de ses anneaux. La trajectoire de l'astéroïde change. Il passe devant d'autres planètes en suivant un chemin sinueux, prend de la vitesse et se dirige maintenant vers la Terre. Les fumées laissent une longue traînée de feu derrière elles et atteignent la vitesse du son. Elles se rapprochent de l'astéroïde. Près de Mars, la collision se produit. Les fusées touchent leur cible. L'astéroïde explose et se divise en millions de particules. Tous les morceaux volent dans des directions différentes. La Terre est sauvée. À ce moment-là, les satellites de la Terre enregistrent une énorme explosion d'énergie. Une petite partie de l'astéroïde se dirige vers la Terre. Elle est minuscule, de la taille d'un grain de sable. Et maintenant, le grain de sable vole vers la Terre à une vitesse de 297 000 km par seconde, ce qui représente 99% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le grain a presque le même pouvoir destructeur que l'astéroïde tout entier. Il s'approche de la Lune. Encore quelques secondes et le grain de sable frappera notre planète. Tout le monde retient son souffle. Si le grain acquiert une puissance aussi incroyable, c'est grâce aux lois de la physique. Plus la vitesse d'un objet est élevée, plus sa masse et son énergie sont importantes. Lorsque le grain de sable atteint une vitesse proche de celle de la lumière, son énergie et sa masse commencent à augmenter de façon spectaculaire. Tu ne peux même pas voir ce minuscule grain de sable, mais à l'intérieur, il a la masse d'un continent entier. Si le grain atteint la vitesse de la lumière, sa masse sera infinie, et alors un trou noir apparaîtra. Dans ce cas, toutes les choses vivantes et même inanimées de la planète disparaîtront. Les arbres, les mers et les océans, toutes les villes, les pays et les continents, l'air, le son, l'atmosphère, toute molécule de la Terre. Tout sera absorbé par l'incroyable force gravitationnelle du trou noir. Puis, lorsqu'il n'y aura plus aucune trace de notre planète, le trou s'emparera de la Lune. La force gravitationnelle grandira et absorbera d'autres planètes du système solaire. Bientôt, elle atteindra le Soleil. Notre étoile se divisera en milliers de bandes comme des spaghettis et émettra une énorme quantité d'énergie. Cela pourrait déclencher la naissance d'un deuxième trou noir, mais heureusement, le grain de sable ne se déplace que à 99% de la vitesse de la lumière, ce qui change tout. De plus, aucun objet ayant une masse ne peut réellement atteindre la vitesse de la lumière. Le grain de sable entre dans l'atmosphère de la Terre. De l'extérieur, il ressemble à un météore aveuglant qui transperce le ciel. Le grain se réchauffe, traversant les couches de l'atmosphère. Dans un rayon de 160 km autour de lui, les nuages s'évaporent. Le ciel devient limpide. Si tu le regardes au ralenti, tu peux voir que l'air est ionisé, car les molécules d'air sont divisées. Dans la nature, ce processus se produit pendant les éclairs. Notre Soleil possède également une énergie ionisante et désinfecte l'air. La météorite laisse derrière elle un trou dans la couche d'ozone. Désormais, cet endroit n'est plus protégé des radiations spatiales et des rayons ultraviolets. Le grain de sable vole directement vers le centre de l'océan austral. Le continent le plus proche de l'explosion est l'Antarctique. L'air qui l'entoure se réchauffe et se mélange à la température froide de l'océan, créant ainsi des ouragans. Dès que le grain s'approche de la surface de l'océan, l'eau commence à bouillir. La température et l'énergie du grain sont si élevées que l'eau s'évapore.
Mais les molécules de vapeur sont instantanément brûlées. Des milliers de litres d'eau viennent de disparaître de la surface de la Terre. Le grain vole encore sur les premiers mètres sans toucher la surface, car l'eau s'évapore devant lui. Puis, il tombe dans l'océan et provoque une puissante explosion. Des centaines de millions de litres d'eau moussent et bouillonnent à cause de la température élevée. Dans un rayon de 160 km, l'océan est éclairé par une lumière vive. Les profondeurs de l'océan, où les rayons du soleil ne sont jamais parvenus auparavant, sont presque aussi transparentes que l'eau au fond d'une piscine. L'épave des vieux navires coulés se divise en atomes à cause de la puissante explosion. Les monstres marins inconnus et les calmars géants qui vivent dans l'obscurité ont peur de la lumière vive et s'éloignent à la nage. Puis, finalement, le grain de sable touche le fond de la mer et pénètre profondément dans la croûte terrestre. S'il atteint le noyau de la Terre, la planète explosera très probablement à cause d'une puissante libération d'énergie. Heureusement, cela ne va pas se produire. La résistance de l'océan et du sol ralentit le grain et lui retire son énergie. Elle provoque un léger déplacement des plaques tectoniques. Et il y a plus à venir. D'énormes vagues se forment et se répandent dans l'océan. L'onde de choc crée d'énormes tsunamis. Imagine que tu jettes une petite pierre dans une flaque d'eau. La même chose se produit dans l'océan, mais à une bien plus grande échelle. Des vagues énormes s'approchent des villes côtières. Heureusement, les gens ont déjà été évacués, mais les dégâts causés par un grain de sable coûteront des centaines de milliards d'euros. Les maisons sont détruites, les routes sont inondées. Au bout d'un moment, il se met à pleuvoir des ouragans. L'eau de l'océan vaporisée par le grain forme d'énormes nuages d'orage. Le vent les pousse vers les continents. Puis, après le tsunami, une pluie incessante se met à tomber, inondant des pays entiers. Plusieurs jours plus tard, les catastrophes naturelles sont toujours là. La température de l'océan austral a augmenté de plusieurs degrés. L'eau est en train de bouillir sur le lieu de la collision, faisant fondre les glaciers de l'Antarctique. Des millions d'icebergs fondent. Si bien que le niveau d'eau des océans du monde entier augmente. Les côtes de certains continents sont submergées pour toujours. Les nuages d'orage atteignent le Sahara et d'autres déserts. Le déplacement des plaques tectoniques provoque des tremblements de terre sur certains continents. Les volcans se réveillent. Le ciel est rempli de cendres volcaniques. Il faudra des mois pour que toutes les cendres se déposent. Au début, cela crée des conditions difficiles pour la vie sur Terre. Les plantes et tous les êtres vivants ne reçoivent plus assez de lumière du soleil. Dans les arbres et les algues, la photosynthèse est perturbée. La production d'oxygène s'arrête. Il est de plus en plus difficile de respirer. L'air qui remplit l'atmosphère de la planète s'épuise lentement. Les humains doivent s'adapter à de nouvelles conditions. Ils construisent de nouvelles villes sur la Terre et dans l'océan. Ils créent des plantations, avec un éclairage artificiel pour stimuler la photosynthèse. Heureusement, tous les problèmes prennent fin lorsque les cendres se déposent. À l'intérieur des volcans, il y a du magma chaud qui coule. Il peut s'avérer utile car il est riche en éléments chimiques et en minéraux. Avec les cendres, les nutriments tombent sur le sol, qui est désormais bien fertilisé. Les plantes, les arbres, les fruits et les légumes poussent incroyablement vite et produisent à nouveau beaucoup d'oxygène. Le Sahara est désormais rempli de fleurs. Et il ressemble plus à une prairie qu'à un désert. Au lieu de détruire la planète, le grain de sable l'a simplement renouvelée.